Quel plaisir de retrouver Jean Ray avec 2 nouvelles pièces tirées de son livre « Les cercles de l'épouvante ». Pour cette 3e partie, vous allez pouvoir écouter « L'homme qui osa » puis « L'auberge des spectres ». En attendant d'entendre les 2 prochaines pièces qui clôturera cette série, nous vous souhaitons une bonne écoute. Dès que la servante l'eut introduit, il se nomma. « Mon nom est Ilmacher. »« J'ai connu une famille Ilmacher, dis-je. » Un silement inquiet de ses paupières me fit conclure qu'il m'avait menti, mais je n'y attachai aucune importance. D'ailleurs, ajoutai-je avec un geste nonchalant qui effaçait des ombres et qui balayait, semblait-il, les choses du passé. D'ailleurs, cela n'a rien à voir avec ce qui vous amène. Je le regardais fixement. Je suis habitué aux égards, et on ne me répond jamais par de catégoriques monosyllabes. Je vis alors la détresse de sa personne et la fièvre de son regard. Il approuva. « C'est l'histoire de cette terre hantée, » répondit-il. « Ah, vous appelez cela une terre hantée ? Soit. Au fond, cette expression romantique pourrait bien être la seule qui convienne. Mais à une époque où l'on n'admet plus le fantastique, elle est un peu gênante, n'est-il pas vrai ? » ?»« Non, dit-il. »« Monsieur Ilmacher, dis-je, si vous parvenez à percer le mystère de cette terre hantée, la commune vous versera 100 florins. Il s'agit d'importants terrains de pacage qui sont devenus inutilisables. En effet, si vous voulez vous donner la peine de regarder par la fenêtre vers le point où s'aimantent en ce moment les nuages, vous verrez une longue ligne d'eau. La mer ? Non, la mer forme la ligne d'horizon. Elle est pour ainsi dire invisible d'ici, mais c'est le grand marécage qui la suit au fil d'une haute digue sur une longueur digne d'une frontière de province. Vous entendez que nous appelons le grand marécage. C'est une désignation populaire. Nos manuels de géographie disent les grands étangs, et c'est plus exact. Le regard d'Ilmacher scruta avidement le lointain. Une vie singulière l'animait, et je m'attendais à l'entendre bruire comme un frelon heureux, mais il se contenta de lancer d'une voix sourde. « Alors c'est là ?»« Pas précisément. Une crête de dune vous cache cette terre de 3 km². Oui, 300 hectares de pâturage splendide, formant une île régulière au milieu des eaux dangereuses du Marais, et relié à la terre ferme par une digue naturelle. Un paradis pour les troupeaux, quoi. Un paradis où le serpent vient de s'introduire, ricana-t-il. Je poussai un soupir. La plaisanterie à ce sujet m'était désagréable, car ces terres maudites m'avaient déjà coûté 30 têtes de beau bétail de Hollande et 6 admirables vaches alpines que je voulais acclimater. Je le lui dis. « Comment cela est-il arrivé ?» demanda-t-il. Je haussai les épaules. Le sais-je ? Voilà bien le mystère infernal. Dieu seul connaît la malédiction qui pèse sur ces lieux. Les bêtes s'y tiennent en paix pendant quelque temps, puis un beau jour, il y a un affolement formidable parmi elles. Elles hurlent, bondissent et se ruent en avant, comme au sortir d'une étable en flammes, et puis c'est le soudain départ vers le marais de l'île de la boue profonde. L'île de la boue profonde. Une terre trompeuse d'un vert pallide qui n'est en fait qu'une immense masse de boue mouvante. Elle engloutit en quelques minutes les animaux qui essayent d'y prendre pied. On m'avait également parlé d'hommes. Oui, dis-je, et mes paroles se miellèrent d'un peu d'hypocrisie. S'il ne s'était agi que d'une perte de bétail, on s'en serait consolé, mais nous avons également perdu les gardiens. Cela devient intéressant, dit-il. « Oh, fis-je offusqué, vous traitez la question comme un journaliste. »« Vous vous trompez, » répliqua-t-il sèchement. « Dieu me préserve de ces gens et de leur façon de faire. Comment avez-vous perdu les gardiens ? Comment le savoir ?
Pourtant, un petit vagabond qui gîte souvent dans un fourré de noisetiers sur la haute dune et qui a une vue extraordinairement perçante semble avoir vu quelque chose. Lamfrid Naouen gardait alors 100 têtes de bétail dans un des pâturages. C'était une brute morose et taciturne qui passait ses énormes loisirs à tailler dans le roseau et dans le buis les meilleurs appâts du monde. Le gamin l'observait de la terre ferme, guidé par l'intérêt et non par la curiosité, car il voulait découvrir la cachette au sifflet pour la vider à son profit. Comme je viens de le dire, Naouen était un être sombre et stupide, avare de mots et de gestes. Jugez de la stupeur du petit espion en le voyant ce jour-là, courant lourdement le long de l'eau, s'agenouillant par moments et semblant, de ses mains brandies, implorer frénétiquement l'invisible. L'enfant prit peur. 2 vachers avaient déjà disparu de ses prés maudits. Il descendit en hâte au village pour y répandre la nouvelle que Lamfrid luttait avec le diable des eaux. Les premiers hommes arrivèrent à la tête de la digue, à temps pour assister de loin au galop effréné et final du troupeau vers l'île de la boue profonde. Mais personne ne revit Naouen. Ilmacher m'avait écouté attentivement. Quand je cessais de parler, il s'abandonna quelques minutes au silence. « Implorer l'invisible, murmura-t-il. Cela rend assez bien l'idée. En effet. Vous vous êtes donc fait une opinion ? Demandai-je. Certes, monsieur le bourgmestre, fit-il avec un sourire que je jugeais narquois. Et, continuai-je, ne voulant pas être en reste d'ironie, il est naturellement indiscret de vous en demander l'exposé. Naturellement. J'espère que Dieu me revaudra la minute de patience et de mansuétude que je vécus alors. Je ne sonnai pas le gros Cohen pour jeter le bougre à la porte avec l'ordre discret de le battre un peu avant de lui laisser franchir la grille du jardin. Mais je ne lui avais pas dit qu'il avait déjà eu 4 précurseurs désireux de percer ce mystère et qu'il n'était pas revenu réclamer les 100 florins de récompense. Cela me portait à l'indulgence et même à la pitié, car si je tirais la sonnette, ce fut pour faire apporter par Kaatch le cruchon de Schiedam et des pipes neuves de Gouda. Lorsque celles-ci, chevelues de bon tabac de Hollande, se mirent à grésiller, Ilmacher demanda « Vous avez sans doute songé à l'exorcisme ?» D'un mouvement de tête, je lui donnai raison. 2 frères franciscains y perdirent courageusement la vie. Depuis lors, le couvent leur défend de s'aventurer dans le marais, et ils disent les prières de loin. J'ai fait appel aux prêtres pour donner satisfaction à mes administrés, dont la majorité est catholique. Pour moi, je relis le soir, sous la lampe, les correspondances de Voltaire et du grand roi de Prusse, et je ne dédaigne pas Jean-Jacques. Mais vous avez accepté le sacrifice des moines ? Mon Dieu, oui, et je vous avoue que j'attendais un résultat plus heureux de leur intervention. Voltairien de la bonne école, murmura-t-il. Qu'est-ce à dire, grognai-je. Croire un peu en Dieu et beaucoup au diable. Eh bien, oui, monsieur Ilmacher, et si le diable n'est pas mêlé à cette affaire, qu'il m'emporte alors. Monsieur le bourgmestre, vous faites injure au démon. Qui étrique le diable, diminue Dieu. Je vois mal le Créateur s'occuper de nos plus mièvres gestes ou pensées, comme une vieille bonne femme pendant les interminables heures du thé, et je trouverais le rôle du malin singulièrement mesquin s'il s'amusait à une polissonnerie géante qui envoie un troupeau et ses gardiens dans la boue mortelle du marais. Tôt ou tard, dans le Nord, une discussion tourne au débat théologique. Déjà, je m'armais de citations et d'exemples, quand Ilmacher détourna brusquement le cours de ce mémorable entretien. Le marais communique-t-il avec la mer? Non. Un air de déception assombrit son visage. Impossible, l'entendis-je dire tout bas. Puis il reprit à voix haute. Il y a, je crois, 4 ans que perdure cet effrayant état des choses. Je vous prie de faire appel à votre mémoire, monsieur le bourgmestre. N'y a-t-il pas eu à cette époque un sinistre dans ces parages, inondation ou rupture de digue qui mit le marais en communication avec la mer? Attendez, criai-je, vous avez raison, homme étrange que vous êtes. Mais que savez-vous?
Rien. Continuez donc, je vous prie. Une tempête furieuse entre toutes, une sorte de raz de marée rompit la digue sur une longueur de 100 mètres. Par cette brèche, la mer a envahi le marais. C'est-à-dire que le flot se retira très vite. Néanmoins, il envoya quelques rudes vagues dans notre marécage, à tel point que le lendemain, on a trouvé beaucoup de poissons de mer crevés dans l'eau douce des étangs. Déjà, Ilmacher ne m'écoutait plus. Il arpentait la chambre, ses yeux brûlaient. Je crois même qu'il battit un entrechat. C'est cela, je le savais bien. Sinon, voyez-vous, monsieur le bourgmestre, ce n'était pas possible, vous m'entendez? Pas possible. Tout ce que vous m'avez raconté aurait été sottise et billevesée. Mais ceci explique tout. Enfin, monsieur le bourgmestre, je vous suis très reconnaissant. Ah bah, fis-je ébahi, il n'y a vraiment pas de quoi. Croyez-vous? Après tout, cela se pourrait bien. Monsieur Ilmacher, vous n'allez plus me dire maintenant que vous ne savez rien? Sa mine changea, se durcit, se ferma. Jamais porte de coffre-fort ne claqua plus définitivement sur ses trésors que les lèvres d'Ilmacher sur son silence. Seul, après quelques minutes, ses paroles filtrèrent, plus hermétiques, encore le mystère même. Les choses invraisemblables ne s'expliquent que par des choses encore plus invraisemblables. Il voulut se mettre immédiatement en route, mais je lui montrai les fenêtres du village brûlant au soleil d'ouest. « Vous restez ce soir à l'auberge, dis-je, aux frais de la commune, et l'on vous traitera bien. Demain, on vous donnera largement de quoi subsister pendant quelques jours dans le marécage, ainsi que des couvertures, car l'abri des pâtres est précaire et s'en va en ruine. Maintenant, reprenons du Schiedam, rebourrons nos pipes. Et si une petite discussion sur des questions religieuses peut vous aider à faire passer la soirée, je suis votre homme. » Les heures passèrent le plus agréablement du monde. Ilmacher était un homme étonnamment instruit et pour qui la terre était bien petite. Quand il me parla de sa vie dans les mers du Sud, je croyais lire du Stevenson, un auteur qui m'est cher entre tous. « Tenez, dis-je, comme les jacquemart du petit beffroi tapaient 11 coups sonores, je veux vous fournir une distraction digne de vos chères îles d'Océanie. Les eaux du Palus, qui vous donnera l'hospitalité pendant quelques jours, fourmillant de grosses carpes et de belles anguilles, mais elles sont difficiles à prendre. Je vais vous donner une faveur très rare, l'autorisation de pêcher à la dynamite. Je vous en ferai remettre demain 5 ou 6 cartouches. Le marailleur vous achètera volontiers le poisson, et vous-même, vous pourrez faire griller une carpe ou une anguille sur une haute flamme de roseau sec. Le cruchon de Schiedam sonnait creux comme une dalle de cave. « Monsieur Ilmacher, murmurai-je en prenant congé de lui en bas du perron, sous le regard attendri de la lune. Je suis un esprit fort comme vous l'avez pu constater, mais sincèrement, entre hommes instruits, ne croyez-vous pas que le diable... » « Monsieur, dit-il tout bas, et je crus lire une intense détresse sur son visage. « Monsieur le bourgmestre, si ce n'était que le diable, si ce n'était... » m'écriai-je, effrayé pour tout de bon. « Comprenez-moi bien, contre lui, je pourrais dresser des armes divines, la prière, l'éternelle toute-puissante présence de Dieu même. Mais contre cela, je n'ai que des armes lamentables. »« Lesquelles ?» demandai-je. « Mon cœur, monsieur le bourgmestre, mon pauvre cœur d'homme, misérable et 1000 fois brisé. Du haut de la dune, à l'aide de mes bonnes jumelles marines, je le vis s'avancer sur la digue, puis arpenter la grande étendue verte. Un jour radieux inondait la vastité des eaux et la basse plaine. Je suivis facilement ses marches et contre-marches attentives. Puis, un fil de fumée montant derrière l'abri de planches, je sus qu'il prenait un peu de repos. Vers le soir se leva un vent de terre, et je l'entendis pousser 2 appels bizarres
qui voyagèrent au fil de l'horizon, comme des plaintes. Les dernières clartés palpitaient dans le ciel, quand il me sembla entendre une réponse à un nouvel appel d'Ilmacher. C'était une note ardente et splendide qui fit résonner le firmament comme une immense conque de cristal. Mes jumelles glissèrent sur le sable et mes mains se levèrent instinctivement vers l'infini en un geste de défense contre un danger invisible qui sortait de l'ombre. Puis elles se portèrent à mon cœur. Une ultime lueur voltait encore sur les eaux, aux formidables profondeurs de miroirs nocturnes. Mais le silence ne fut plus troublé que par une rauque dispute de foulques et le vol bas et soyeux d'une bande de courlis. Je regagnai ma demeure chaude et amie, le cœur lourd. Une angoisse singulièrement délicieuse me suivait comme une ombre obstinée et fraternelle. Le lendemain, le marécage avait disparu dans un brouillard très dense, d'où partait de temps en temps le vol onduleux d'un héron. Vers midi, l'étendue gronda sourdement par 3 fois. « Il pêche », me dis-je, « c'est qu'il s'amuse et qu'il n'y a rien d'insolite. » Or, le soir, comme j'hésitais entre 3 ou 4 romans d'aventure et que de la cuisine venait une confortable odeur de friture chaude, la grille grinça violemment dans les ténèbres du jardin. Quelques instants plus tard, j'eus de la peine à retenir un cri d'effroi à la vue du spectre qui poussa ma porte. Ilmacher était devant moi, lui, ou peut-être son ombre remontée de l'enfer. Je crois qu'il lut mon horrifiante pensée. « Non, dit-il d'une atroce voix rauque, je ne suis pas mort, mais cela ne vaut guère mieux. » J'eus un geste vers le cruchon de Schiedam. Il vida d'un trait un verre énorme et soudain éclata d'un rire sauvage. « Monsieur le bourgmestre, s'écria-t-il, envoyez désormais vos bêtes et vos gardiens dans vos pâturages du diable. Votre cauchemar est fini. » Je voulus prendre un air de bonne humeur. « Vraiment, je vous en félicite de tout cœur. Sans doute devrais-je procéder d'abord à une vérification, mais je vous crois sur parole. » Je fouillai dans mon tiroir. Nous avons dit 100 florins. Je laissai retomber la belle coupure toute neuve et crissante, car un effroyable sanglot venait de déchirer la poitrine d'Ilmacher. « Toute ma vie, hoqueta-t-il, toute ma vie, et pour cela j'ai parcouru la terre entière. J'ai erré d'océan en océan pour retrouver... » Ah, monsieur le bourgmestre, j'avais repris toute mon assurance, car le spectre à la bouche tordue et aux yeux de flamme qui avait poussé ma porte venait de faire place à un pauvre homme qui pleurait. « Prenez encore un verre », fut la seule chose que je parvins pourtant à lui dire. Il s'était levé. Une seconde fois, je pris le billet de banque, mais il fit un amer geste de refus. Ses épaules ployaient, comme sous un fardeau terrible. « Vous avez parlé du diable, » dit-il sourdement. « N'est-ce pas? Voyons, dites-le, » criai-je, alléché par ce début d'explication. Un sourire lamentable plissa sa bouche. Ce n'était pas là-bas dans le marécage qu'il était, mais ici, monsieur le bourgmestre, dans votre cabinet, penché sur votre épaule. « Comment ?» balbutiai-je en jetant un regard effrayé autour de moi. « Oui, et ce fut lui qui parla par votre bouche quand vous m'avez autorisé à pêcher à la dynamite. » Il avait saisi le bouton de la porte et j'en étais encore à regarder ma pipe et mon verre avec les yeux ronds de la totale incompréhension, quand la grille cria définitivement sur son départ. Je ne le revis jamais. Avant tout, je dois avouer que le singulier Ilmacher avait dit la vérité. Jamais, depuis lors, pâturages ne furent non plus pauvres en événements extraordinaires que les nôtres. Le bétail s'y complaisait à ravir et devint fort et gras. Mais je reprends le fil de mon histoire. Le surlendemain, je voulus vérifier l'affirmation d'Ilmacher. J'envoyai 2 de mes gardiens avec quelques têtes de bétail dans les prés du Marais. Il fallut employer les menaces et les promesses pour décider les hommes, mais enfin, ils se mirent en route en maugréant bien haut. Sur le coup de 4 heures, l'un d'eux revint essoufflé et les yeux agrandis par l'horreur. Au bord de l'eau, parmi un tas de carpes tuées par l'explosion des cartouches de pêche, il venait de faire une atroce découverte. C'était, mêlés aux débris déchiquetés d'un gros poisson, les restes rouges d'une femme épouvantablement mutilée.
Les bras et les jambes manquaient, mais la tête était intacte. Je crois que jamais plus adorable visage de jeune fille ne s'était endormi dans la richesse de sa chevelure blonde, brûlant doucement au soleil couchant, comme une gerbe de blé mûr. Dans le mystère du monde paléolithique, Freeman racontait une histoire de sauriens géants des âges quaternaires, une de ces histoires savantes et lourdes qui lui étaient quasi familières et que l'on écoutait avec des airs d'attention hypocrite, les idées ailleurs. Ses compagnons et lui finissèrent de dîner. C'était un jour maigre et l'aubergiste n'avait servi que des œufs, une friture de goujon et un plat de légumes au beurre rance. L'âle était aigre et le vin détestable bien qu'il coûtât cher. Par la fenêtre ouverte entrait un souffle de fournaise. Le vent, soufflant du sud-est sur un parcours de 35 milles de sable rouge et de bruyère sèche, avait pris des ardeurs de Simoun. Si Freeman avait servi une histoire d'ours polaire, peut-être son auditoire aurait-il prêté une oreille complaisante, mais sa monotone causerie s'allongeait à travers des jungles tropicales et des marécages proches du degré d'ébullition. Il n'y eut pas de dessert, l'hôte prétextant que ses boîtes de biscuits étaient vides et que les fourmis avaient dévoré les dernières fraises de ses plates-bandes. Il posa sur la table une boîte de fer blanc contenant quelques cigares et, aussitôt, présenta la note. « J'attelle à 3 heures pour aller à Markenham, dit-il, et je ferme l'établissement. Mais si vous voulez rester, je laisserai la salle de bar à votre disposition. Je serai de retour à 7 heures et j'apporterai des truites ou un saumon frais pour le souper. »« Pour ma part, je préfère rester, dit M. Sheehan. Je me suis promis de passer la journée entière à la campagne, et je le ferai. By Jove, je le ferai. » Freeman eut un geste d'indifférence. Le troisième et dernier convive autour de la table ronde était Pilcher. Il s'était endormi sur sa chaise et n'émit aucun avis. D'ailleurs, qui aurait attendu, écouté ou suivi l'avis d'une créature comme Pilcher? On entendit des clés grincer dans des serrures et, quelque temps après, une tapissière s'éloigna sur la route de Markenham, puis disparut derrière une dune. Freeman s'arrêta net au milieu d'une phrase où il était question de l'auroch et de l'homme du Néandertal et frappa du plat, de la main, le crâne luisant de Pilcher. « J'ai rien fait. Et puis j'ai un alibi et je ne parlerai que devant mon avocat ?» glapit celui-ci en s'éveillant. « Bon, le voilà qui rêve encore qu'il est amené au poste, » gronda M. Sheehan avec mépris. Freeman consulta sa montre, comme aurait fait un médecin prenant le pouls d'un malade. « Nous attendrons 20 minutes. Et alors la carriole de l'aubergiste, en gravissant la colline des Trois Blancs, redeviendra visible. Ainsi, nous serons certains qu'il ne fera pas tourner bride à son canasson et serons tranquilles jusqu'à 7 heures. S'il laisse comme ça la tôle à la disposition du premier venu, c'est ce qu'il n'y a rien à y voler. » ricana Pilcher. « Mauvaise affaire, voilà ce que je dis. »« Qui vous parle de voler ?» riposta M. Sheehan. « Et quant à l'affaire, ce n'est pas la vôtre. » Pilcher haussa les épaules. Que lui importait après tout? Il était payé d'avance pour ce qu'il avait à faire et ne se souciait pas du reste. C'était un homme stupide. Mais il n'avait pas son pareil pour crocheter des serrures sans que rien n'y parût. Le silence tomba, lourd comme le brûlant faisceau solaire qui incendiait les verres et la glace tablée du comptoir. On entendit le bruit de souris de la montre de Freeman. M. Sheehan le rompit. « Vous avez bien prévu les choses, Frey, murmura-t-il. L'aubergiste seul au logis, sa course à Markenham, l'abandon de la salle du bar à ses clients et son retour promis pour 7 heures. »« Il ne faut pas s'en étonner, » répondit Frey, « puisque c'est pure logique. C'est ainsi qu'il a agi avec Tréviter et Moscombe. »
Qui ne surent profiter de l'occasion, persifla-t-il. Freeman tourna les yeux vers la lointaine colline, la vit toujours vide, brasillant au soleil, et reprit l'examen de sa montre. Je ne sais si ce tavernier du diable ne fournit pas bénévolement une occasion à des gens comme nous pour... Il hésita visiblement et conclut d'une voix un peu inquiète. Pour faire ce que nous voulons faire. À ce moment, la tapissière parut au loin, gravissant au pas le ruban laiteux de la côte. Freeman ferma le boîtier de son chronomètre et donna une tape sur l'épaule de Pilcher qui s'endormait de nouveau. « À l'ouvrage !» ordonna-t-il. L'homme chauve fut debout en un instant, il tira de la poche de sa jaquette une longue boîte plate et la considéra avec amour. « Je vais gagner mes 5 livres, ricana-t-il. Ils traversèrent la spacieuse salle où ils avaient repris leur repas, puis, ayant poussé une porte, s'engagèrent à la file indienne dans un énorme corridor où régnait une fraîcheur de cave, bienvenue après la température saharienne de la pièce qu'ils venèrent de quitter. « Faut-il essayer ?» demanda Pilcher en montrant du doigt une série de portes closes. « Inutile, cela doit se trouver à l'étage, » répondit Freeman. Au fond du vestibule, un sombre escalier filait en vrille vers les hauteurs. Le premier palier qu'ils atteignirent était vaste comme un hall et servait de carrefour à 3 allées latérales aux portes innombrables. « Quel caravansérail !» opina M. Sheehan, et dire que cet Olybrius d'hôtelier habite seul dans cette boîte qui peut rivaliser avec une abbaye. Freeman se crut obligé de donner quelques explications. Cette boîte, comme vous l'appelez, fut construite en 1784 à en croire l'écusson de la façade. Elle a dû servir de relais de poste, puis d'auberge de roulier, car en dehors d'elle, il n'y a, dans ce maudit pays de sable et de bruyère, pas l'ombre d'un toit pour abriter hommes ou bêtes. Il est certain qu'en des temps passablement lointains, elle possédait une ample clientèle de passage. Pilcher examinait les portes d'un air connaisseur. « C'est du bon bois, » approuva-t-il. « Et les serrures sont honorables. Y aurait-il un petit supplément, disons à la commission, s'il y avait de l'argent derrière ?» Monsieur Sheehan eut un sourire sinistre. « Imbécile, il n'y a pas un sou. » « Bon, mais des fois, des bijoux, un trésor, que sais-je moi ?» insista le gros. « Assez, Pilcher, il n'y a rien à trouver de ce genre, je vous le dis !» Pilcher soupira et tira de son étui de fins instruments en acier bleu. « Par où faut-il commencer ?» demanda-t-il. « Passons au second étage » ordonna Freeman. Tout à coup, au fond d'un interminable couloir latéral, Freeman fit halte. D'un doigt qui tremblait un peu, il désignait une porte si sombre qu'elle était à peine visible dans la pénombre du lieu. « Peut-être que c'est là, » murmura-t-il. M. Sheehan eut un léger recul. « Allez-y, Pilcher !» Au bout de quelques minutes, le gros homme retira de la serrure qu'il avait attaquée une tige de métal toute tordue. « Eh bien, si je m'attendais à une pareille résistance !» s'écria-t-il stupéfait. « Un coffre-fort ne me ferait pas une pareille blague. » Il changea 3 fois d'instrument avant qu'un léger déclic se fit entendre. « Enfin, ça y est !» soupira-t-il en se redressant, le visage reluisant de sueur. Il voulut pousser la porte, mais Freeman l'en empêcha. « Voulez-vous passer le premier, monsieur Sheehan ?» demanda-t-il. Monsieur Sheehan tordait ses mains sèches et ses lèvres tremblaient. « Alors ?» murmura-t-il avec peine. « Alors, allons-nous savoir pourquoi on appelle cette maison de malheur l'auberge des spectres ?» Il poussa la porte avec une telle nervosité qu'elle battit le mur avec un bruit formidable de tonnerre. De l'autre côté de la colline des Trois Blancs, la tapissière fit halte. Le conducteur arrêta son choix sur un minuscule marigot d'eau verte encadré de troènes et dont les bords nourrissaient une herbe pâle. Le cheval se mit aussitôt à la tondre de ses longues dents, avide, pendant que son maître s'installait dans une étroite bande d'ombre pour fumer sa pipe. Du fond de la plaine, noire dans le poudroiement solaire, une silhouette maigre et lasse s'avançait. Le tavernier la regardait venir, soufflant de temps à autre un mince rond de fumée dans l'air torride. L'arrivant se choisit à son tour un coin frais et tira de sa poche un long cigare noir
avant de souhaiter un bref bonjour. « Alors, Casby ?» L'aubergiste pointa le bout de sa pipe en terre dans la direction de la sinistre demeure perdue à l'horizon. « Ils sont là, monsieur Quatrefages. Freeman et Chéan ?»« Oui, ainsi qu'un petit homme gros et chauve qui dort tout le temps. Pilcher, le cambrioleur. » Sans aucun doute. Ils fumèrent quelque temps en silence, puis le long gentleman se mit à parler d'une voix lente et triste. Ils réussiront certainement là où Trevitter et Moscombe ont échoué. Chéan est intelligent, Freeman l'est moins, mais il est tenace en diable et ne manque ni de logique ni d'esprit de suite dans ce qu'il entreprend. Si cela rendait un peu de prospérité à ma maison en la nettoyant de cette saleté, dit Casby. Son compagnon, il avait des allures de clergyman, l'interrompit d'un geste sévère. N'employez pas des termes pareils pour désigner une chose terrible entre toutes, Casby. Et il est vraiment dommage que deux hommes de valeur comme Chéan et Freeman doivent payer de la pire des épouvantes de mesquins intérêts comme les vôtres. Voyez-vous, il y a des moments où je regrette de vous avoir conseillé. Casby lui jeta un regard de colère. Je vous paie pour exorciser ma maison. Alors de quoi vous plaignez-vous, monsieur Quatrefages? Le clergyman poussa un gémissement. Exorciser! Le terme est bien impropre, Casby, mais je suis presque contraint de l'admettre, n'en connaissant pas qui soit plus proche de la vérité des choses. Quand Trevitter et Moscombe ont appris que l'une des portes de vos chambres portait le signe du roi Salomon, ils ont voulu savoir ce qu'il y avait derrière. Ils étaient des membres fort actifs de la Société de recherche physique, mais ils avaient négligé de se faire accompagner d'un forceur de serrure. Casby se pencha vers son compagnon. Voilà 7 ans que j'ai repris l'auberge, et il ne m'est certainement pas venu à l'idée d'aller voir ce qui se trouvait dans la chambre interdite. Bien que là... la chose ne m'ait apporté qu'une malchance de diable. Mais vous, monsieur Quatrefages, avez-vous une idée de ce que ça pourrait être? Le clergyman eut un geste d'effroi. Grand Dieu, non, et je préfère ne rien imaginer. Connaissez-vous l'histoire du pêcheur des Mills et une nuit qui délivra un génie malfaisant emprisonné dans un vase de plomb marqué du sceau du roi Salomon, puis jeté au fond de la mer? Quand j'étais petit, on me l'a raconté, avoua Casby. Je ne puis m'empêcher d'y penser. Souvenez-vous de ce qui se passa à l'auberge peu de temps avant votre venue. 3 voyageurs y descendirent un soir. C'étaient des gens de couleur, des hindous, lapidaires connus et estimés sur tous les marchés d'Europe. 2 d'entre eux occupèrent la chambre aujourd'hui condamnée, et l'autre fut logé dans une pièce voisine. Le lendemain, on trouva les 2 gentlemen assassinés et dépouillés de leurs biens. On ne découvrit jamais le coupable. Leur compagnon resta à l'auberge jusqu'à la fin de l'enquête et, avant de partir, il lança un anathème épouvantable sur la chambre du crime. J'emprisonne dans cette chambre de malheur et d'affreuse injustice une chose plus forte que la mort, déclara-t-il. Je conjure les hommes qui viendront sous ce toit de ne jamais lui rendre la liberté. Sur ces mots, il posa le chaton de sa bague sur le bois du panneau, qui fuma comme marqué au fer rouge. On a découvert depuis lors, dans la trace laissée, le pentagramme redoutable du roi Salomon, et personne ne s'avisa de passer outre à la défense de l'enchanteur, même les gens chargés de missions officielles. Ainsi, ce serait vraiment un spectre, murmura Casby. Il m'est parfois arrivé d'écouter à la porte close sans jamais rien entendre, mais je vous jure que le silence qui régnait derrière elle était plus terrible que le rugissement de la pire tourmente. Quatrefages s'épongea le front où perlaient d'énormes larmes de sueur. À ce moment, dit-il d'une voix à peine perceptible, « Ils savent peut-être... Avez-vous apporté les jumelles ?» Casby se dirigea vers la tapissière et en rapporta 2 jumelles marines gainées de cuir fauve. « Du haut de la colline, nous pourrons voir, » murmura Quatrefages. « Voir quoi ?» demanda Casby, mais il ne reçut pas de réponse. Installés dans le sable brûlant, la tête dépassant à peine le faîte monticule, les 2 hommes se mirent en observation. Un grondement sourd ébranla soudain l'espace. « Hilton !» dit Casby en regardant avec surprise le ciel éperdument bleu se voûtant au-dessus de l'immense plaine désertique. Et puis, « Oh ! Mais regardez donc les arbres de mon jardin. Il n'y a pas de souffle d'air suffisant pour faire trembler une feuille de bouleau et... » Dans le champ des jumelles, les 2 hommes voyèrent les arbres lointains se tordre comme des roseaux dans la tempête. « Les voilà !» cria Quatrefages. « Je les reconnais. Chéan est en tête, puis Freeman.
Pilcher les suit. Ils courent comme des fous. Oh, Seigneur! Ce cri de détresse fut poussé en même temps par Quaterfage et Casby. Les trois fugitifs venaient d'être soulevés du sol, saisis par une main invisible et monstrueuse, et projetés à une hauteur fantastique. Leurs silhouettes diminuèrent au gré d'une vitesse et d'une distance prodigieuses, et se perdirent dans l'aveuglante lumière. Alors le sol frémit, et Casby s'écria d'une voix déchirante. « Oh, ma maison !» Au loin, dans une gloire de poussière dorée, l'auberge se couchait, comme un château de cartes qui se ploie avant de s'écrouler. Quaterfage et Casby se laissèrent rouler au bas de la colline, hurlant d'épouvante, se plongeant la face dans le sable pour ne pas voir la gigantesque et monstrueuse forme qui s'élevait au-dessus des décombres, noire comme l'érèbe, croissant avec une vélocité effroyable, et dont le front voilait le disque flamboyant du soleil de 4 heures.